peu en préambule l'idée de cette séance et puis de, voilà, de la suivante, c'était et de travailler à la fois sur des problématiques du programme de recherche dédié aux pratiques graphiques en danse, mais d'aller aussi vers des choses qui nous occupent un petit peu en ce moment, puisque ça fait quand même presque 1 an que nous vivons dans l'alternance des confinements, des restrictions, pas de spectacle, pas de salle obscure, pas de musée. Avec quelques petites éclaircies quand même, de ci, de là, mais voilà, des situations différentes d'un pays à l'autre aussi. Mais une constante, c'est que les écrans sont devenus des espaces de transmission, des savoirs, des gestes et on s'y est habitué, alors pour le meilleur et pour le pire, hein. Je pense que voilà, on pourra aussi, discuter de ces questions-là, mais on s'est aussi habitué à ces grilles et à ces espaces très, très cadrés. Et alors on va pas citer tous les exemples d'expériences qui se sont faites, peut-être en citer une, que j'ai expérimentée il y a une quinzaine de jours, elle aussi, je crois, de Yasmine Hugonel avec le théâtre Vidi de Lausanne voilà, qui avait proposé, des ateliers par tout petits groupes, hein, et 6 ou 8 personnes, voilà, faire l'expérience du cadre très contraint et comment est-ce qu'on peut, danser à distance et prendre conscience aussi du cadre qui est le nôtre quand on travaille à distance. Et donc là, on a quand même beaucoup d'expérience depuis 1 an sur cette façon de danser et juste une petite parenthèse, je dirais qu'en fait, assez paradoxalement, les expériences, en danse ont été des expériences, extrêmement nombreuses, extrêmement nourries et qui ont aussi été inspirantes, je pense, pour beaucoup d'institutions qui ne sont pas des institutions liées aux arts chorégraphiques, à l'art chorégraphique du moins et je pense que ça, c'est aussi intéressant, par rapport à ce qu'on peut imaginer de la transmission aussi par l'image. Et donc si cette question en fait nous intéresse, la danse, de chez soi et à distance, c'est à la fois lié à l'actualité, mais c'est surtout que finalement les enjeux, qui sont ceux du programme de recherche sur les pratiques graphiques et sur les usages de l'image, du dessin, en danse, qui sont à la fois celles des enjeux qui sont ceux des historiens de la danse et d'historiens de l'art aussi, historiennes de l'art, hem, regroupe 2 questions, principales, à la fois comment fonctionnent ces images, parce que nous sommes bien face à des images. On a tendance à l'oublier, mais ce ne sont pas directement, voilà, les individus et les corps que l'on a en face de nous, mais bien des images et comment est-ce que l'image en 2 dimensions fonctionne comme support de médiation du geste? Comment est-ce qu'on l'oublie ou pourquoi est-ce qu'on peut aussi ne pas l'oublier? Et là, on retrouve exactement les interrogations qui sont les nôtres, hein, dans le programme de recherche, à savoir la médiation de l'image comme outil et support de transmission du geste, dansé et puis aussi danser de chez soi, c'est faire l'expérience une architecture domestique intime. C'est, parfois assez troublant, c'est-à-dire qu'on a outre le mélange, du personnel et voilà, de ce qui peut être de l'ordre du professionnel qui est voilà, ont toujours je dirais des points de jonction qui sont toujours très très ambigus, mais là qui le sont d'autant plus. Mais qui traite directement de la place de nos espaces domestiques et de la façon dont, en dansant chez soi, on prend la mesure et on travaille et on prend conscience aussi de nos architectures intimes domestiques. Et donc c'est aussi interroger nos manières d'habiter, notre relation à l'architecture et ça, c'est aussi particulièrement inspirant pour des historiens et des historiennes de l'art. Et voilà, ce qui est particulièrement inspirant, c'est aussi les travaux qui traitent de ces questions et notamment, vos travaux, Brian Gerard et Ryan Kelly et que voilà, je vous remercie très très chaleureusement d'être ici cet après-midi dans une séance qui a été organisée par, Lou Forster qui vous présentera un peu plus en détail, dire quelques mots sur Lou, pour ceux qui participent au séminaire de temps en temps, vous le connaissez, qui est historien de l'art et commissaire d'exposition chargé d'études et de recherche pour le programme de l'INHA et aussi spécialiste de l'œuvre de Lucinda Childs. Et avant de lui passer la parole, je vais juste aussi ajouter une chose. C'est que là, on est en petit comité, c'est assez variable pour voilà, le séminaire, mais cette séance, on la voulait aussi assez ouverte, donc voilà, je pense qu'on aura aussi un temps de discussion où n'hésitez pas à prendre la parole. Alors parfois, il faudra peut-être demander à ce qu'on ouvre votre micro, je ne sais pas exactement si voilà. Mais voilà, on a aussi envie de connaître vos propres expériences sur ces 2 aspects, à la fois la médiation de l'image et la place de nos espaces personnels. Hem
Et pour nourrir un peu la séance, alors plutôt avant, mais avant ou après, on a aussi, voilà, Lou avait, fait un entretien, préalable avec nos 2 invités qui est disponible sur le carnet de recherche et j'ai mis également hier un entretien avec, Amanda Pendry et Jamie Scott de la Trisha Brown Dance Company, qui traitent justement de leurs travaux, pendant le confinement du printemps dernier. Une petite chose, la conversation aura lieu principalement en anglais, mais on va quand même essayer que ce soit, assez fluide en traduisant les questions et voilà, n'hésitez pas aussi à prendre la parole, en français. Je pense qu'on pourra naviguer entre les 2 langues, voilà, si ça vous va. On est là, parfois si vous avez des questions, c'est pour certaines traductions aussi, voilà, pour l'anglais. Je te laisse la parole, Lou. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation, oui, pour cette introduction. Donc, effectivement, quand on a commencé la réflexion pour cette série de séminaires qui envisageait cette question de danser de chez soi et une expérience à laquelle on a été tous confrontés depuis un an, soit comme spectateurs, soit comme praticiens, à recevoir ou à donner des cours, ou à voir éventuellement aussi des spectacles. On s'est dit que on avait très envie, voilà, de consacrer une session ou d'initier cette réflexion à partir du travail de Gerard Enkele, donc qui est un duo d'artistes composé de Brennan Gerard et Ryan Kelly, qui collaborent ensemble depuis 2003. Ils ont suivi l'Independent Study Program du Whitney Museum en 2010. Ils sont diplômés en 2013 de l'Université de Californie. Et leurs œuvres, bien qu'elles portent voilà, une attention toute particulière au corps en mouvement et qu'ils sont à part entière des chorégraphes, leurs œuvres s'articulent à partir d'une variété de médiums, la performance, le film, les installations, l'écriture aussi qui joue une place, qui tiennent une place tout à fait importante et qui leur permettent justement de questionner les processus de subjectivation, qu'ils soient sexuels ou raciaux. On va y revenir, à mon avis, à plusieurs reprises dans cette conversation. La raison pour laquelle nous voulions les inviter, c'est qu'ils ont initié depuis 2016 un projet qui s'appelle Modern Living, qui s'est d'abord articulé aux États-Unis à travers 3 maisons d'architectes modernistes, la Schindler House de Rudolf Schindler et les maisons en verre de Philip Johnson et Mies van der Rohe. Et puis, depuis 2018, ils travaillent principalement depuis la France et ils se sont intéressés à plusieurs habitations de Le Corbusier, en particulier son appartement atelier à Paris, dans le 16e arrondissement, à la Villa Savoie, à Poissy, et actuellement la Cité Radieuse, donc à Marseille, où ils préparent leur prochain film. Et donc, Modern Living questionne et place la question effectivement de l'architecture intime et domestique au cœur du processus chorégraphique. Et donc, pour initier cette discussion, je vais partager mon écran avec vous. Je voulais commencer cette conversation à partir de ce score d'une pièce qui s'appelle Clock Score, qui datait de 2020, et à partir de laquelle s'articule l'ensemble du projet. Donc, Brennan et Ryan, thank you for joining us for this session of the seminar dedicated of dancing from home. And I wanted to start the discussion about clock score.
I wanted to ask you how you work with scores in general, and how this practice of dancing and working dance from score evolved since last year, where the possibility of bringing people together in a studio has become difficult, sometimes impossible, and for them to be joined by the audience, actually impossible. Hi Lou. Moi, je peux essayer de répondre en français. Je peux essayer. Si je ne peux pas, je vais expliquer en anglais. Moi, je suis Ryan Kelly. Enchanté. Sur la question des partitions, oui. Je pense en général, la partition était déjà pour nous une méthode qui donne la possibilité de voir la différence minimale de chaque personne qui fait la partition. C'était pour nous quelque chose que nous avons lancé en 2011 avec un projet Reusable Parts Endless Love, qui était notre réponse à The Kiss de Dino Segal. Et donc, tout de suite, c'était une question de la différence sexuelle, du genre, et aussi des représentations de l'intimité. Et sur ces sujets, c'était pas du tout possible que nous pouvons faire une composition dans notre avis partagé, peut-être ou pas. Peut-être c'est déjà là parce que nous sommes deux personnes et donc c'était déjà nécessaire de créer une méthode de création qui donne l'espace de chaque personne son propre interprétation, même pour nous, entre nous, et aussi dans les relations avec les danseurs. Ça dépend du projet. Il y a des autres projets, notamment les films dont nous vraiment composons. Nous vraiment composons les moments, la chorégraphie comme ça. Et ça, c'est aussi une question du cadre et des crânes et comment ça change des choses. Mais quand je pense des partitions, c'est vraiment des partitions de performance. Ça existe toi dans nos œuvres. Et je pense que cette méthode donne la possibilité de vraiment voir les différences minimales de chaque personne qui fait la performance, de chaque performeur. Ouais, et cette partition qu'on voit maintenant, le clock score, ça c'est une version d'exposition. Et nous avons appris beaucoup de choses de Lucinda Childs et aussi le travail de Lou sur Lucinda, parce que c'était dans cette exposition qu'il a organisée à Ropac Gallery que nous avons... Par Lou. C'était pas Lou qui a organisé? Oui, par Oui, non, je sais. Et c'était... parce que je savais qu'elle a utilisé beaucoup de scores de partitions dans le travail, mais cette idée qu'on peut voir des partitions de travail qui peuvent être utiles dans le studio, peut-être avec le travail avec d'autres danseurs et danseuses, mais aussi de faire une autre pièce graphique qui peut être exposée. Et pour moi, la chose que il y a toujours cette ambition que n'importe quel quelqu'un peut lire cette partition ou étudier cette partition ou voir cette partition et faire cette chorégraphie, en fait. Donc ça, c'est aussi l'idée. Donc, et cette partition, c'est une partition pour 12 mouvements. Chaque mouvement est coordonné à les positions des numéros en écran de l'horloge. Donc, ça veut dire 12 est toujours devant 3 et 6 est derrière 3. Et donc, ça, c'est une façon de composer 12 mouvements. Et nous avons construit cette partition
pour le projet Modern Living parce que c'était dans les espaces domestiques. Et dans les espaces domestiques, et modernes, c'était dans les espaces domestiques et modernes. Et la chose qui était frappante pour nous, c'était au début des années modernisme, les maisons étaient petites. J'imagine que maintenant, nous avons l'idée parce que le modernisme est un peu le luxe, tu vois, dans cette ère de wallpaper et de immobilier, je ne sais pas. C'est un peu le luxe, mais à l'époque, les espaces n'étaient pas très grands. Ils étaient très ouverts, bien sûr, à la nature. Donc, tu as la sensibilité que l'espace est plus grand que c'est. Si l'architecte est bon, je crois. Mais l'espace, en fait, c'est petit. Donc, cette partition, c'est vraiment concentré sur un solo danseur. Et c'est un peu comme Da Vinci. Donc, c'est dans la sphère, the kinesphere around you is the limit of the movement, I would say. Oui. Oui, donc enfin, on comprend bien tout l'enjeu de concevoir un outil qui s'inscrit et qui est fait pour être dansé dans un espace domestique et dans lequel en fait on accède en faisant au maximum un pas vers l'avant ou un pas vers l'arrière, vers la droite et vers la gauche. Et par ailleurs, pendant cette année, vous avez été amené à l'enseigner à travers les différents dispositifs Zoom, Instagram, etc. Enfin, peut-être pas Instagram, mais à travers Zoom, etc. Vous l'avez transmis aussi à d'autres danseurs pour plusieurs projets qui étaient en cours. Ce sur quoi je voulais un peu rebondir, c'était aussi en regard de ce que disait Pauline dans l'introduction du séminaire, c'est que pour vous, les partitions permettent d'introduire ou d'exposer l'expérience de l'interprète. Et c'est dans cet écart-là que vous vous situez notamment par rapport à la pièce de Tino Sehgal, Kiss, dans lequel il y avait la reproduction d'un certain nombre d'images typiques de baisers, et dans lequel les interprètes étaient juste en train de figurer des poses. Et cette dimension-là du travail, elle apparaît dans plusieurs de vos œuvres, que ce soit Reusable Parts, je pense aussi à Timelining, dans lequel l'expérience des personnes est énoncée. Est-ce que vous pourriez justement parler de cette question de la mémoire, justement? Oui, la manière dont les partitions permettent to trigger, to articulate the experience of the performer with the score. Exact. Oui, parce que ça, c'est l'autre lien qui existe dans les trois projets, les trois partitions, les trois performances de qui tu parles, à côté ou avec ces règles, ces principes de mouvement, de geste. Il y a ce niveau de geste qui est différent avec chaque projet, mais il y a aussi ce niveau de mémoire et plus grand le langage. Et je pense pour nous, ça c'est parce que ce processus de subjectification, c'est ça que tu as dit, subjective process, oui. C'est un processus, c'est quelque chose qui se passe dans le langage, oui. C'est là où la sexualité est bien formée. Oui, ça c'est psychanalyse, mais c'est dans l'entrée de la langage. C'est là où la sexualité vraiment commence. Et pour nous, quand nous travaillons avec la mémoire, c'est un peu d'une recherche de cette subjectivité qui est toujours élusive et cachée, même pour nous-mêmes, oui. Mon propre subjectivité, c'est pas quelque chose que je peux vraiment annoncer, mais c'est caché dans mes mémoires, mes rêves, tout ça que je désire. Et je pense que la pratique d'écriture que nous faisons
dans la transmission Des des partitions, c'est ça, c'est la recherche de subjectivité, finalement, qui n'est pas toujours, qui n'est pas jamais réussie, mais en fragmente, oui. Peut-être que vous pourriez nous dire comment vous travaillez avec des interprètes à partir de ces instructions, de ces partitions. Oui, donc donc avec le clock score, par exemple, chaque interprète créer 12 mouvements dans une structure. Donc, le mouvement, les gestes sont à eux aussi, mais dans la règle. Et je pense que ça, c'est un peu comme Ryan a dit, que avec des partitions, toujours en question formelle, il doit être, it has to be a little bit structured and enough rules so that it holds together, but then there has to be enough space of this other quotient so that what Ryan's talking about, those differences, that subjectivity, maybe not entirely conscious of the interpreter, is also seen. So for us, the partition is like a container for subjectivity. We provide the container and the rules so that that can emerge. We're very interested in that. Donc, et avec cette partition de clock score, il y a une pratique d'écriture avec chaque interprète de rechercher des mémoires qui sont liées à les heures de la journée. Donc, tu as à chaque heure, tu as un mouvement pour 12 et à chaque heure, tu as, je ne sais pas, 20 mémoires. Donc, et ça peut être des fragments, ça peut être des chansons, ça peut être des élections présidentielles, ça peut être la naissance de ton enfant, ça peut être le moment que tu as rencontré quelqu'un, le moment où tu as perdu quelqu'un, je ne sais pas, les moments qui sont structurés, qui sont écrits, mais qui peut être vocalisé ou utilisé, on dit ça, à le choix de la performance dans la performance. Il y a d'autres règles sur ça. Mais je pense que tous les deux sont très connectés. Donc, et je pense que, je ne sais pas, mais je pense pour la première fois aujourd'hui, je pense que je suis très, nous sommes, je ne sais pas, I think that we're both interested in that process of memory when you watch a performer, any performer, even in a dance that is more choreographed, that's not score-based, but the process of watching someone remember is really interesting to us. And kind of fascinating, and everyone does it in their own way. And maybe as a spectator, we don't have access to it, to exactly what they're remembering, but we know that a remembering process is happening. So it's like this, that state is very interesting to us. And I think that might be where it comes from. There's part of that where it comes from, which is true to any kind of interpretive art, memory, you know, what a performer remembers. Yeah. Je ne sais pas s'il y a des questions justement sur ce point-là que tu voudrais soulever, Pauline. Et sinon... Oui, en fait, à vrai dire, il y a un point là qui m'a interpellée sur la relation entre kinésphère et temporalité. Et comment vous conjuguez, vous coordonnez, vous articulez cette idée de kinésphère et de temporalité. Enfin, on le voit dans la chorégraphie, mais là, justement, dans la partition, on a aussi le sentiment que la partition elle-même pourrait bouger. Et on a des formes de rotation aussi de la partition. Et juste, en fait, il y a 2 points un peu dans ma question. C'est à la fois comment fonctionne visuellement la partition et ce qui vous a poussé à faire ces choix graphiques-là, qui reflètent cette coordination entre kinésphère et temporalité. Mais est-ce que vous pourriez en dire un peu plus justement sur les choix graphiques
Au niveau du partition graphique, comme ça. Ouais. Oui, c'est Les ça. choix que nous avons faits. Des choix pour déterminer le graphisme, Ouais. c'est ça? Oui, oui. Bah, parce que c'est pas forcément graphique, les partitions. Les partitions pour Reusable Parts Endless Love et pour Timelining, les deux sont que en langage. Et la partition, il y a et pour Clockwork, il y a celui qui est graphique et il y a aussi une partition qui est totalement en langage, plus complexe, qui donne vraiment tous les principes de la performance. Et à côté de la partition, pour chaque performance, il y a aussi défini quelque chose que nous appelons Toolkit, qui est vraiment tous les outils du processus de la transmission de la pièce. Donc, avec ces quelques documents, quelqu'un peut vraiment transmettre l'œuvre. Et ça, c'est l'idée. Donc, pour nous, c'est vraiment, je pense, le processus de transmission, c'est le plus important. Et après, peut-être, c'est la manifestation de la performance et finalement, c'est les représentations. Et moi, je trouve la partition, c'est plus comme quelque chose qui suit les partitions comme celui-là, qui sont graphiques. C'est vraiment quelque chose qui suit l'œuvre, mais pas précédent de l'œuvre. Je pense que la première étape, c'est le langage, c'est le concept qui est donné dans le langage, comme des principes. Par exemple, des idées de la ligne. Des graphiques comme ça. Oh, wow. OK. Je pense que c'est... oui, c'est... je pense que c'était un peu comme on dit en français, the hands of the clock. C'était un peu comme ça, une déconstruction de horloge avec le visage, the face of the clock en cercle, and the other hands that really tell you the time. Mais aussi, parce que l'idée dans cette partition qu'on performait, il n'y a pas une front. Ça veut dire que tu es dans un espace. Oui. Donc, your 12, wherever your 12 is always in front of you, but you can be facing in any direction. So, it's also this idea, cette idée de c'est pas une idée d'écran. C'est une idée qui est incorporée dans un espace qui est architectural. Et c'était aussi important pour nous dans la performance Modern Living, cette série, parce que le public est autour, le public bouge. Donc, ça veut dire que la performance, il n'y a pas un cadre comme ça. Il y a un cadre, oui. Il y a un cadre dans la maison, mais il n'y a pas une face. Mais avec la temporalité, je pense que nous sommes aussi intéressés par la mémoire parce que oui, dans le clock score et dans d'autres pièces, même dans Reusable Parts Endless Love, c'est très structuré avec 12 minutes chaque étape. Et c'est toujours là, dans une performance ou dans un film, le médium, c'est le temps. Et le temps continue, on ne peut pas arrêter le temps, ça continue. Mais la mémoire, tu n'es pas dans le temps. Donc, ça veut dire que c'est aussi, le travail sur la mémoire, c'est aussi le travail que oui, nous sommes ici dans le présent, mais pas tout. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est là. Et nous essayons de créer l'espace dans la performance pour une autre temporalité qui est toujours là. Mais oui, je pense que ça... Mais c'est aussi une temporalité qui rappelle beaucoup, enfin qui fait directement écho à la façon dont on vit nos espaces personnels en fonction aussi d'une temporalité. Et c'est-à-dire qu'on investit l'espace de manière différente selon les moments de la journée aussi. Et ça, il y a un écho direct avec une façon de vivre chacun l'espace, certes une façon de voir la performance, mais qui résonne très fortement avec nos propres manières d'habiter l'espace. Oui. Et c'est vraiment intéressant parce que nous avons fait, pendant ce confinement,
depuis un an, nous avons fait des workshops à la distance sur Zoom avec des gens à New Mexico, à Los Angeles, à Lisbonne. Et cette workshop s'appelle Practices for Keeping Time. Et nous avons transmis cette partition Clockwork. Et c'est comme une séance de 5 sessions. Et dans chaque session, tu as appris beaucoup plus de cette partition. Jusqu'à la fin, tout le monde a une horloge. Et nous faisons en Zoom avec 12 ou 20 clocks simultanées. Mais c'est aussi, il y a d'autres pratiques dedans. Ça veut dire que comment comprendre how do we understand the passage of time in these spaces? I think that's really was an important work for us because there was the question, of course, of boredom, of also the space right now. Time with these screens is very fast sometimes, very slow. It's very strange what's happening in time right now, our experience of time. So these were, in a way, ces partitions, même s'ils ont été développés pour d'autres performances, étaient des outils que nous avons utilisés dans cette période parce que nous sommes chez nous et c'est une nouvelle réflexion sur le temps. Et moi, personnellement, je veux être conscient de temps. Parce que j'ai le sentiment quelquefois que, pas quelqu'un, mais ce système vole mes temps. It just steals my time. So it's a way of taking back the time for yourself in a way. Il y a beaucoup de pratiques. Il y a pratique de méditation qui fait ça, de yoga, de la danse. Il y a beaucoup de pratiques. Et peut-être ça, c'est une autre pratique pour le faire. Je profite justement que tu aies évoqué la question de la technologie et de la présence des ordinateurs, d'Internet dans les espaces domestiques, la manière dont ils transforment la manière de vivre chez soi et dont ils ont pris une place considérable cette dernière année, puisque c'était le point à partir duquel on communique, comme pendant ce séminaire, avec les autres, pour en venir au film que vous avez réalisé en 2017, qui s'appelle Schindler's Glass. Et c'est vrai que les murs en verre des Glass House ont été décrites ou pensées, notamment par les historiennes par plusieurs historiennes de l'architecture. Je pense en particulier à Beatrice Colomina, comme le symbole d'une manière de repenser le rapport entre chez soi, l'espace domestique, et l'extérieur, non plus sous le régime de la séparation, mais du lien. Et elle a cette expression que home is a site of sight, un point de vue, que la maison est un site à partir duquel on regarde, on est regardé. Et voilà, je voulais vous interroger un petit peu sur cette dimension optique qui vous a beaucoup intéressé justement dans la réalisation de Schindler's Glass en 2017. Oui, moi je me souviens bien notre analyse de la site de Philip Johnson qui est projetée ici dans l'image, les deux images. Je me souviens ce mot qu'il a utilisé pour le décrire, la maison, comme théâtron. C'était un lieu, a place from which to see toutes les folies qu'il a construites partout. Oui, parce que finalement, il y a
Ça qui était nouveau pour nous, la première fois que nous sommes visités The Glass House, nous avons pensé de cette maison en verre qui est célèbre et bien connue, mais effectivement, il y a cette construction d'autres partout, la plupart des folies, pas des vrais bâtiments. Bah, tu peux voir le brick house dans l'image à droite. Donc, ça veut dire que c'est la même dimension que le Glass House, exactement le même, mais c'est fermé. Ouais. Et juste pour, voilà, dans le parc, ou dans cet espace où habite Philip Johnson, il y a comme ça, vous disiez 6 ou 7, ce qu'il appelle des folies, enfin voilà, des constructions qui sont des essais architecturaux en fait à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est comme à la Villette avec Chumi, mais avant Chumi. Donc, mais c'était aussi cette idée d'un jardin anglais ancien avec des folies. Oui. Ouais. Et du coup, c'était vraiment la maison Lambert, c'était vraiment le point de vue pour le reste des folies, pour toute la propriété, comme un roi qui peut voir tout. Oui. Mais aussi, c'était conscient pour Johnson qu'il a été aussi vu partout. J'ai lu qu'il était l'architecte plus photographié du XXe siècle. Oui. Il était toujours photographié dans la maison de verre. Il l'a utilisé comme scène pour les plateforme images. des publicités, choses comme ça, Oui. comme une photo shoot. Ouais. Et aussi, il y avait toujours ce risque d'être vous. Et il a écrit que peut-être c'est ce risque d'être capté. Je ne trompe pas. The risk of being caught. With your pants down. Oui, c'est ça. Qui était inspirant pour un autre moment dans le film. Et c'était ce risque qui était aussi pour lui les moments architectuels dans le promenade architectuelle de la droite du lieu. Il y avait des moments un peu risqués aussi quand il faut croiser une petite, pas fleuve, mais une petite creek, a small waterway, un pont qui est un peu dangereux. Et il a écrit aussi, c'est des moments de risque, aussi un tour qui a été dédié à Lincoln Kirsten, qui finalement a été interdit de monter, c'était trop dangereux. Et c'était ces moments de risque physique qui étaient pour lui l'expérience architecturale. Et je pense si je pense de ces situations différentes, le risque d'être vu, d'être capté sans pantalon, le risque de tomber du pont dans le fleuve, pour moi, je pense de la sexualité. Et je pense que c'était ce risque qui a été inscrit dans les folies et les bâtiments c'est là la sexualité, dans l'architecture. Oui, c'est ça. Je pense que plutôt c'est aussi une perversité qui était intéressante aussi. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose, une sexualité très spécifique de jouer avec être capté par un autre, d'aimer ça, de vouloir être vous, mais pas vraiment. C'est intéressant. Pour nous, c'était aussi cette architecture, c'était aussi une expression d'une sexualité qui est perverse, qui est queer, et que Johnson a assumé aussi. Même s'il était un grand architecte et très célèbre, il y a toujours quelque chose qui est un peu pas straight, tu vois, dans cette architecture. Et c'était ça qui était intéressant pour nous. Et, mais je pense aussi que c'est intéressant, the site is a site, the site of site, parce que maintenant, avec
les vidéos et l'écran, nous sommes toujours dans des maisons de verre maintenant. Et nous sommes toujours dans cette situation qui est très physique et très claire à la Glasshouse de Johnson, mais maintenant nous sommes dans cette condition. Et pour nous, il y avait quelque chose dans l'architecture qui part de notre moment, qui a prévu un moment, oui, dans une société de surveillance et toutes les choses comme ça, mais notre intérieur domestique sont à vous, sont là. Et peut-être ça, c'est la condition qu'on ne peut pas échapper. Oui, on peut échapper, mais on ne peut pas participer dans la société. Mais donc, c'est aussi, il y a cet côté aussi qui est peut-être un peu dark dans cette architecture, mais qui est quand même une condition que nous pouvons partager, que nous pouvons peut-être mieux comprendre aujourd'hui. Ce que vous dites me fait... Pardon, Pauline. Oui. En fait, me fait penser justement à un article que, Pauline, tu as fait paraître très récemment, qui, lui, s'intéresse à la manière dont aujourd'hui, dans l'espace public, on est isolé en étant ensemble. Et c'est vrai que ce que vous venez de dire, on a l'impression que dans l'espace domestique, on est seul avec les autres. Et donc, que cette relation de séparation et de commun, et en fait, elle se trouve complètement bouleversée dans l'espace public comme dans l'espace intime. Et aussi, oui, si je peux rajouter, cette idée de point de vue, elle est en tant que spectateur, non pas à distance, mais sur place, que ce soit dans l'appartement Atelier Le Corbusier ou à la Villa Savoie, par exemple, on est aussi dans des situations où on ne voit pas tout. C'est toujours, l'architecture moderniste est vraiment liée à ces questions de point de vue, de cadre. Voilà. Et le spectateur se cherche une place pour voir, et parfois on a presque l'impression, je pensais notamment à un moment dans la salle de bain, dans la Villa Savoie, où on rentre, mais est-ce qu'on a vraiment le droit de rentrer? Jusqu'où est-ce qu'on peut rentrer? Qu'est-ce qu'on peut voir? Et cette posture que vous nous transmettez, qui est celle de spectateur, mais un peu de voyeur aussi, parce que jusqu'où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où est-ce qu'on peut rentrer dans la pièce, est aussi très intéressante par rapport à la manière dont ça résonne et avec l'architecture, et puis là aussi avec la situation d'aujourd'hui, le spectateur d'aujourd'hui qui forcément ne peut pas s'empêcher de regarder les espaces qui sont derrière. Quand on a la danse de chez soi, j'en parlais avec les danseuses de la compagnie Trisha Brown il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on fait de l'espace quand on se met en scène chez soi? Qu'est-ce qu'on fait de son espace personnel derrière? Et cette posture, qui est une posture, le terme voyeur n'est pas forcément le bon mot, mais on la retrouve en partie dans l'architecture moderniste. Je ne sais pas si c'est... Pauline, ton micro s'est coupé. Ah oui, je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne aussi. Et comment est-ce que dans votre travaux dans Modern Living, vous avez joué sur ces questions de point de vue et la manière dont le spectateur s'autorise à se rapprocher ou à rentrer dans les espaces? Ouais, je pense, et c'est intéressant de penser de tout ça maintenant, après cette année, comme Brandon a dit, nous sommes bien exposés chez nous. Je peux dire qu'avant, quand nous avons fait des projets, nous avons pensé des maisons modernes où nous avons travaillé comme des cadavres de la modernisme, parce que ça, c'était 4 maisons qui sont devenues monuments, dans quelque façon. Et dans ce sens, c'était des maisons qui étaient évacuées de ses propres fonctions d'hébergement. Et donc, pour nous, c'était simple. Dans quelques cas, c'était de recréer la situation d'habitation dedans. Et
nos spectateurs étaient aussi nos invités. Et dans ce cas, il y a toutes les appréhensions et toutes les consciences qui viennent avec ça quand tu es invité. Tu n'es pas sûr, est-ce que je peux passer par là, par ici, est-ce que je suis trop proche, je suis OK ici, je suis confortable, je suis à côté de quelqu'un que je connais ou pas, comme une maison, comme un événement dans la maison. Maintenant, je trouve dans cette époque de Zoom, cette année de Zoom, je pensais que quand nous avons donné des cours, j'ai vu les intérieurs des gens loin de moi, à Californie, en Chine. Oui, 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 à quelques au point de la journée différente, ça ne dépend pas. J'étais hyper excité par ces petits détails qui existent. Et je pense que j'étais en recherche de l'intimité et l'authenticité. Donc, j'ai dit tout ça juste à dire que quand nous faisons la prochaine performance dans une maison, je peux imaginer que ça va signifier quelque chose d'autre. Et je ne sais pas les conditions sociales qui vont être nécessaires à ce moment. Après tout ça qui se passe. Mais pour moi, je pense que cette idée, Pauline, que tu as posée, cette recognition, maybe, of your own viewing, c'est exactement notre but aussi, parce que je suis très intéressé par le choix que j'ai fait, qu'un autre fait, comment ils ont navigué la performance, comment ils ont navigué la maison. Et peut-être, j'espère qu'on peut réfléchir sur ça. Est-ce que j'ai choisi ça à cause de mon genre, mon sexualité, mon statut social, mon désir, mon curiosité, mon amour pour cette personne? Je ne sais pas. C'est d'essayer de créer un espace de réflexion ensemble, parce que les performances aussi sont dans cet espace aussi, de comment est-ce que nous pouvons être plus conscients de nos traversants d'une maison. Parce que c'est riche. C'est justement aussi des pièces dans lesquelles on regarde beaucoup les autres spectateurs. Enfin, c'est quand même... ça fait partie du jeu aussi. Oui. On regarde les autres gens se déplacer. Et, oui, exactement. Et à Lever le Savoir, c'était très marquant parce que je pense que c'est aussi Le Corbusier, parce qu'il était un architecte très visuel. C'est très, je ne sais pas, tous les cadres, c'est vraiment une expérience très, toute commune dans cet espace que tu peux voir avec Chiari, qui est dans Handstand, cette fenêtre dans le mur et le point d'arrivée, c'est le but de l'architecture. Ça veut dire que tu traverses tout ça et tu arrives dans une image de paysage. Donc, ça peut être aussi, il a construit toute cette maison peut-être comme une caméra, c'est une machine pour habiter, oui, une machine pour voir. Oui. Avec un rôle du cadre en permanence aussi, du cadre et du cadrage en permanence. Ouais. Oui, et c'est intéressant parce que il y a quelque chose presque post-moderne sur ça. Donc, ça veut dire que, oui, on peut critiquer ça, c'est très masculin, c'est très contrôlé, mais il y a en même temps, notre vision est déjà cadrée par beaucoup de choses. Mais c'est là dans l'architecture, oui. Il y a aussi peut-être une autre dimension avec laquelle
la situation actuelle avec laquelle l'architecture de Le Corbusier fait écho avec la situation actuelle, c'est que c'est aussi quelqu'un qui a placé la question de l'exercice physique au cœur de la maison, notamment à partir de 1936 avec la maison du jeune homme où justement il y a un atelier de sport qui est aménagé et voilà, Pauline m'a transmis notamment un article aussi de Sarah Burkhalter, pardon, qui revient aussi sur toute l'étendue en fait des pratiques physiques que faisait notamment Le Corbusier. Voilà, des choses que je ne savais pas, mais la manière dont il est formé en fait à l'eurythmie de Jacques Dalcroze et la manière dont en réalité le corps et les différentes pratiques qu'on peut avoir du corps, en fait, on tient une place tout à fait centrale dans son architecture. C'est le cas notamment à la villa, à la Cité Radieuse. Donc j'imagine que c'est quelque chose sur lequel vous avez été aussi amené à travailler. Oui. Ami, regarde là, la Villa Savoie, c'est évident, c'est un gymnase. C'était clair pour nous. Oui, un gymnase bien utilisé. Chose trop propre, trop pristine. Et oui, Lou, tu as raison parce que après, la Cité Radieuse, c'était comme quelque chose ici qui est un peu inconscient. À la Cité Radieuse, c'est devenu la Trois Terrasses, la gymnase, la vraie gymnase. Et ouais, c'est super pour nous, le film que nous sommes en train de préparer. Ça commence là, dans Trois Terrasses, avec une danse très physique. Inspiré, effectivement, parce que je peux ajouter à ce moment, je pense que dans chaque chapitre de Modern Living, il y a une histoire qui est pour nous une histoire des relations intimes modernes, queer, qui étaient hébergées dans la maison à l'époque, où c'est une intimité, une relation que nous pouvons imaginer comme quelque chose qui a existé à l'époque. À la Schindler House, qui a été créée pour deux couples, c'était pour nous une utopie proto-hippie, la vie californienne des années 1920. Pour The Glass House de Philip Johnson, c'était tout à fait cette sexualité que nous avons discuté, cette sexualité queer entre deux hommes. Mais aussi, c'était important pour nous de ne pas exactement placer sur la question de sexualité gay. Et c'est pour ça que nous avons choisi que la couple dedans, c'est effectivement un homme et une femme. Ouais. Avec des autres constellations, des autres duos qui sont autour. Ouais. Comme les folies. Ouais, comme les folies. Ouais. Dans le troisième chapitre qui a été Farnsworth House, ça nous a intéressé parce que c'était une maison à créer pour une femme célibataire. Est-ce que c'est ça? Just solo. Single woman. Ouais. Des années 50 aux États-Unis. Très rare. Et il y avait un conflit entre l'architecte Mies van der Rohe et Edith Farnsworth sur la question de cette exposition de la verre. C'est elle qui a dit c'est trop bien, je suis trop exposée. Elle a demandé un rideau partout pour cacher. Et enfin, il y avait un procès, oui. Pour déterminer quel type de rideau, oui, tout ça. Quelle transparence. Ouais. Et dans ce quatrième chapitre, c'était l'affaire, la relation entre Le Corbusier et Josephine Baker qui est passée en même temps qu'elle a dessiné le Villa Savoie dans 29 sur une croisière de l'Amérique du Sud.
à France. Ça a duré 2 semaines, pas plus, mais il y avait des lettres, des photographies, des dessins qu'il a fait d'elle, tout ça qui a montré l'intimité et l'intensité de cette relation. Et pour nous, c'était intéressant de penser, peut-être La Belle et sa Voix a été une création de Josephine Baker au même niveau qui a été quelque chose dessiné par Le Corbusier, parce que c'est là où elle a découvert la couleur, les formes curved, gros bout, les formes organiques. Et cette relation, elle a commencé ici de vraiment articuler ces principes de l'architecture moderne. Oui, cette connexion avec la nature, la trois terrasses, tout ça. Et finalement, très, très simple, c'est un bâtiment qui paraît comme navire, comme bateau. Comme bateau. Ouais, c'est un bateau. Ouais, et éventuellement, elle a fait la Cité radieuse qui est vraiment le bateau, oui, qui est vraiment cette croisière. Ouais, et pour nous, c'était quand nous avons repensé de ce sujet pour le film, ça sera la première fois que nous avons déplacé l'histoire de la performance pour faire le film. Mais je pense qu'il y a quelque chose là pour gagner, mais on verra. Donc c'est que, si je reprends ce que tu disais, c'est qu'en fait, ce lieu de rencontre, je crois, si je me souviens bien, que c'est autour de 1926, sur un paquebot transatlantique, où Joséphine Baker et Le Corbusier se rencontrent, que vous voyez... dans lequel vous voyez aussi une rencontre entre deux figures fondamentales de la modernité. Oui, c'est ça. Eh bien, vous voyez, disons, sa concrétisation dans ce bâtiment de la Cité radieuse, qui est aussi une sorte de bateau dans lequel, justement, des rencontres, dans lesquelles vont se rejouer des rencontres entre ces deux, ces deux figures. Exact. Oui, la Cité radieuse, c'est le paquebot dans notre histoire. Et aussi, c'est intéressant pour nous parce que la Cité radieuse, c'est plus tard dans la pratique de Le Corbusier, c'est après la guerre. Et c'est à la Cité radieuse où il utilise vraiment couleurs. Et toutes les couleurs sont vraiment prononcées après la guerre. Et donc, pour nous, il y a quelque chose là, peut-être, on sait qu'il a été inspiré par l'Amérique, par jazz, par la culture afro-américaine. C'était là où il a dit, c'est la moderne, c'est la modernité. Et, oui, et c'était une découverte pour nous. Oui. Mais aussi, cette chose avec que tous les espaces, mais beaucoup d'espaces de Le Corbusier a été fait pour faire du sport, pour faire des choses physiques dedans. Donc, et je pense que ça, c'est un peu contre l'idée que nous avons de Le Corbusier, quelqu'un très rationaliste, très intellectuel. Surtout l'architecture moderne est quelque chose qui est pensé que quelque chose de très rationnel, intellectuel, mais Le Corbusier avait un côté que c'était très physique et il est mort comme dans swimming, nude. Donc, il était un nudiste aussi. Donc, pas un nudiste, mais il a aimé être à poil. Donc, il y a quelque chose de physique de lui que je pense que c'est un peu perdu dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire du modernisme, c'est-à-dire son attraction pour Josephine Baker, c'était aussi sa façon d'incorporer, d'incarner dans son corps les idées de la modernisme. Ça veut dire qu'elle a créé un modernisme dans le corps, dans le mouvement, dans la danse, et c'était très attirant pour Le Corbusier aussi.
Et tu peux voir ça dans les espaces qui sont faits pour un corps de bouger par rapport irrationnel un peu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un but de bouger dans ces espaces. Donc, ouais, c'est intéressant. Peut-être comme, je voudrais, voilà, comme dernière étape, à moins que Pauline, toi, tu aies une question ou une réaction. Non, vas-y. Alors, un petit peu comme dernière étape de ce parcours ensemble, je voulais justement pour revenir à cette question de l'espace domestique, cette photo vous m'aviez transmise, m'a beaucoup intéressé puisque donc ça a eu lieu donc cet été en 2020 au MAMCO dans un espace donc muséal qui s'appelle justement l'appartement, qui est une sorte de period room dans lequel vous avez créé donc cette fois-ci Clockwork, qui est la version muséale ou performative du Clock Score par lequel nous avons commencé la discussion. Peut-être que vous voudriez justement voilà, revenir peut-être sur ce que c'est que Clockwork, comment est-ce que cette pièce autonome existe, voilà, indépendamment des autres projets, et peut-être aussi sur sur le fait de performer dans des espaces muséaux et ce cas particulier de la période room. Oui, c'est un peu complexe, mais c'est aussi c'est une partition pour... Oui, mais je dis complexe parce que le Clock Score était inutile que nous avons créé dans le cadre de notre projet Modern Living comme solution pour danser dans ces espaces domestiques, intimes, petits et modernes. Mais éventuellement, nous avons pris notre Clock Score pour créer une vraie performance autonome qui s'appelle Clockwork, avec ses principes indépendants. Et c'était possible à ce moment. Je pense que c'était les principes de la partition qui ont devenu le cadre. Et ce n'était pas encore nécessaire d'avoir la maison comme le cadre. Pardon. Et à ce niveau, c'était possible de présenter le projet dans les espaces d'exposition. Et celui-là, c'est la troisième exposition. Oui, le partition Clockwork, ça structure aussi une interaction entre deux danseurs. Idéalement, Donc, il y a partie de la partition parce que la performance dure 40 minutes, je crois. Mais c'est pas... c'est écrit, mais c'est en partition déjà. Donc, ça change chaque fois, mais il y a toujours les mêmes règles dans la même temporalité. C'est un peu comme timelining, notre pièce précédente. Et nous avons demandé de faire cette pièce dans l'appartement parce que cet appartement qui était l'appartement de Guylaine Mollet-Villeville, il était un collectionneur, mais aussi un dealer, mais aussi un promoteur de l'art conceptuel et minimal à Paris. Donc ça, c'est la recréation de son appartement à Paris avec les œuvres qui étaient là, qu'il pas donné, mais le MAMCO a acquis cette collection et ils ont recréé l'appartement. Et donc, l'appartement est quelque chose qui est déjà entre un espace privé et public. Même dans cet appartement, dans son appartement à Paris, c'était déjà aussi public parce qu'il a fait des événements là-bas, il a été photographié là-bas, il y avait des sessions de publicité dans cet appartement. Donc, c'était toujours un espace entre les deux. Et pour nous, cet espace qui est entre privé et entre public est très intéressant
aussi des niveaux de questions de mémoire, de l'histoire, de la subjectivité, mais aussi de sexualité, parce que c'est entre le privé et le public qui est là. Donc, les gens peuvent circuler, comme tu vois, et la chose qui était très intéressante pour nous, c'était nous étions très proches à les œuvres. Donc, ici, tu peux voir dans le background, tu peux voir Ruth Childs qui fait la partition, qui a joué dans la pièce. Elle fait sur le Carl André, qui était important pour nous parce qu'André il a fait cette pièce comme un tapis et tu peux vraiment utiliser comme un tapis. Donc, ici, maintenant, dans nos musées, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais à l'époque, tu peux toucher. Donc, c'était intéressant de refaire cet espace comme un espace domestique. Donc, ça veut dire avec des choses qu'on peut utiliser. Donc, c'est toujours muséal, mais il y a quelque chose de plus intime que nous avons essayé de refléter dans la pièce, dans les performances. Oui, en fait, c'est un autre sens de la domesticité. C'est quelque chose qui est lié à l'usage quotidien, Oui. Vernaculaire. Et en fait, c'est peut-être aussi, voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure à propos des interventions dans les différentes maisons d'architectes, mais intervenir avec des danseurs dans ces maisons ou intervenir avec des danseurs, en l'occurrence ici au MAMCO, c'est retrouver un petit peu le sens de l'usage quotidien des choses, des espaces, dont la construction de ces maisons, enfin leur transformation en des monuments nationaux ou leur transformation dans l'entrée au musée les prive. Oui, oui. Je pense que c'est toujours le but de créer des espaces de l'intimité, même si c'est dans un monument, dans un musée, dans un espace public, dans une salle d'exposition. C'est toujours de faire une transformation de l'espace dans un espace de l'intimité où peut-être les relations sociales peuvent bouger. Et ça c'est l'espoir. et ce trajet des mémoires, de partager des mémoires, toujours adressé à quelqu'un, oui, toujours le regard. Je te regarde, je partage quelque chose d'intime de ma vie, de ma vie quotidienne, de ma passé. C'est toujours ça. Ça c'est peut-être la porte pour entrer dans cet espace d'intimité où quelque chose peut bouger. Et puis aussi, peut-être, pour le spectateur, il y a quelque chose de troublant dans la manière dont on n'appréhende pas les choses aussi de la même manière. Là, au MAMCO, et l'architecture, vous l'évoquiez au début de manière mais tellement très très juste, c'est que l'architecture moderniste, c'est une architecture où les espaces sont assez restreints et que les espaces de circulation, notamment, sont très restreints et nous obligent aussi à nous, ce qui est encore plus frappant aujourd'hui, mais nous oblige à nous coller, à être serrés, à se frotter quand on passe dans un espace. Enfin, et ce que l'espace muséal, souvent pour des raisons de sécurité, n'invite pas à ça. Et ça, c'est aussi des expériences de l'espace intime qui sont aussi les expériences de notre kinésphère, voilà, aussi de la manière dont on a un espace personnel en tant que spectateur et qu'on n'a plus forcément dans les espaces modernistes. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Et je pense que cette performance, nous avions la chance, il y avait quelque chose dans les étoiles qui était parce que c'était vraiment après lockdown et avant lockdown. Je ne sais pas, c'était spécial. Et aussi les bravo à les gens de MAMCO, les conservateurs, parce que nous pouvons
habiter avec un public ces œuvres. Et je sais pas, je pense que pour moi, il y a quelque chose aussi que j'essaie de comprendre toujours avec l'art. Qu'est-ce que c'est la fonction d'art? Parce qu'il y a quelque chose qui est transformé quand l'art devient quelque chose de quotidien et pas quelque chose qui est toujours dans un musée très décontextualisé et très en dehors de notre vie quotidienne. Il y a quelque chose pour moi, ces œuvres étaient plus puissantes d'habiter avec eux comme tu habites avec un tapis ou choses comme ça. En fait, c'est devenu plus intéressant pour moi. Ou peut-être je viens de comprendre que, ah oui, c'était fait pour ça. C'était pas fait pour worshiping comme dans une église. C'était fait pour être dans notre vie. Ouais. Pauline, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être qu'on peut ouvrir la Oui, discussion. c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si dans les personnes qui nous écoutent, parce qu'on ne voit pas, voilà, si certaines veulent intervenir, voilà, poser des questions, ou revenir sur certaines images. Je ne sais pas s'il faut demander à ouvrir les micros, je ne sais pas comment ça se passe. Non. Pas de questions ou de retour d'expérience de danse à distance. Mais, sinon, moi, j'ai une question qui je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent aussi, c'est des choses qui les touchent directement, mais vous avez évoqué les workshops que vous avez fait en ligne. Oui. Et j'aurais bien aimé peut-être que vous évoquiez la manière dont ces workshops, votre rapport aussi à l'image. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans la façon dont on peut travailler à distance? C'est un peu votre retour. Oui, c'est moi. Ça m'a manqué. Like okay, Pauline, did you ask, like, so when we're doing these workshops, did they have a change in how we look at the screen or how we look at the work? Or you look at how you use the screen. There's something not easy at all. It seems easy, but it's not, to use the screen to transmit gesture and to work together. It looks simple, but it's actually not at all. So how did you manage to work with the screen for this workshop? Because I think this is something quite fascinating. There was something interesting, I remember. Parce que personnellement, je peux dire honnêtement, je n'ai pas vu des performances sur ligne. Pas du tout. Pas qu'une performance. Et c'était pas vraiment par choix, c'était jamais quelque chose qui m'évoquait le désir, parce que je suis toujours en face de l'écran pour le travail, comme ça. Il y a plein de choses, et j'associe la performance avec un événement, une expérience. Pour moi, je n'étais pas converti. Il n'y avait pas de conversion pour moi. Mais ça va, ça va. Je me sens mon âge à ces moments quand j'admire ça. Ouais. Mais par contre, dans les ateliers et c'était avec des architectes, avec des danseurs, donc aussi avec des gens qui, notamment dans l'atelier live, c'est déjà quelque chose de bizarre pour les jeunes architectes qui normalement ne bougent pas dans les ateliers. Mais nous avons dit toujours, nous partageons, danseurs, chorégraphes, architectes, design, nous partageons cet intérêt avec l'espace. Nous sommes tous la même dans ce cas. Nous travaillons avec l'espace. Et donc, il faut être incarné dans vos explorations de l'espace. Tout à fait.
Mais tu dis ça, mais en même temps, tu es en face d'écran avec quelqu'un 8 heures avant toi. Un peu bizarre, c'est matin là, c'est soir ici. Mais nous avons trouvé quelque chose que si tu utilises l'ordinateur comme... Ou la caméra, oui. Bah oui, Oui. ouais, nous avons travaillé avec l'ordinateur et si tu bouges avec l'objet, ça c'était comme un exercice que nous appelons landscaping, comme paysage. C'est de créer normalement dans le même espace. Moi, je crée une forme et mon partenaire fait une forme. Ça, c'est très, très à la base, oui, la fondation. Moi, je fais une forme, mon partenaire fait une forme en réponse de moi. Oui, peut-être en contact, peut-être pas. Et c'est de là que tu commences à analyser l'espace et les objets dans l'espace en relation de ton propre corps, mais aussi en relation avec le corps d'autre, de quelqu'un d'autre. Oui. Et peut-être il y a déjà là la formule de Modern Living, oui. Moi, toi et l'espace, le monde. Mais ça, c'est pas possible avec l'écran de faire. Nous sommes dans. Si je fais avec lui est là, je regarde la forme qu'il lui fait, et peut-être je fais une forme qui correspond comme réponse à cette forme-là. Mais nous avons commencé d'utiliser l'ordinateur pour voyager dans l'espace. Donc finalement, le danseur architecte, l'interprète de partition, elle est devenue comme photographe même temps, Oui. parce que c'est lui qui a choisi le cadre pour faire la geste. Et je peux dire que c'est pas du tout la même chose parce que je suis dedans et dehors en même temps. Mais je peux aussi dire qu'il y avait des moments de l'intimité. Même avec cette différence de l'espace, du temps, même avec cette négation du corps, avec quelqu'un que je connais que par l'image, même dans ces circonstances, on peut trouver des moments de l'intimité parce qu'on a utilisé la technologie dans un sens totalement différent. Oui. On a fait du Zoom sans parler. Oui. Oui. Et ça, c'était un relief. Oui, il y avait quelque chose de relâché. Oui, parce que la première règle de Landscapes est de ne pas parler. Oui, et d'essayer de ne pas communiquer psychologiquement, linguistiquement. Ouais. Quand tu fais l'exercice. Et je pense que c'était un vrai relâche, un relief pour les gens de faire ça. Ouais. Et quelquefois, l'utilisation de la caméra ici pour faire le framing et choses comme ça, parce que je peux framer Ryan ici, c'est juste parce que c'était intéressant d'utiliser cette chose pour différemment, je ne sais pas, de détourner un peu dans le workshop. Oui, et l'autre chose qui est intéressant, les gens dans le workshop, ils peuvent faire, nous avons transmis le clock score et il y avait un moment, ils ont fait un enregistrement eux-mêmes en dehors de Zoom de leur horloge dans leurs espaces et nous avons vu après ensemble et c'était vraiment un portrait de chacun parce que c'était dans un espace. C'est dans le living room où il y avait des gens en Californie qui étaient en dehors. Il y avait un gens à Berlin qui était aussi en dehors dans un parking lot avec graffiti. Donc, c'était vraiment aussi un portrait de eux dans cet espace, dans ce contexte. Et c'était émouvant aussi parce que c'était aussi où sommes-nous maintenant, tu vois? Et c'était vraiment, it was really like, this piece 5 to 10 minutes long, camera doesn't move, doing their clock, and tu peux étudier aussi le contexte. Ouais. Peut-être, Elisabeth Guérard, vous vouliez peut-être dire quelques mots d'une expérience aussi à part d'une partition de Simone Forti ou... Oui, mais là c'est merci Gérard et Kelly, je ne connaissais pas du tout votre travail qui m'a permis de le connaître par le séminaire. C'est juste quand vous avez mentionné comme ça
que de déplacer l'ordinateur et de l'utiliser à un moment la caméra pour faire un cadre. J'ai eu un workshop, un colloque qui avait été proposé par The Grand Réunion, et on s'est retrouvé quand même à une trentaine de personnes, où à un moment on fait des sessions Zoom, on s'est retrouvé à 5, 6, mais on l'a rejoué après à 30, où c'était l'idée de chacun n'avait que 3 objets, et à commencer à poser sur la table, et du coup à jouer avec les objets, et tu te retrouves avec ton objet à rejouer comme ça. Et il y a eu des compositions, des profondeurs où j'ai eu vraiment, là, dans ce workshop-là, l'oubli de l'écran, et avoir retrouvé le même jeu, la même sensation d'improviser avec quelqu'un. Oui. Oui. Voilà, d'improviser, et que je jouais. Sauf quand on était à 5-6, ça se trouve, c'était moi qui focalisais sur cette frame-là, et je rejouais avec là, mais peut-être que, bon, bah, comme dans la vraie vie aussi, peut-être qu'elle, son focus était sur un autre cadre, mais il y a eu des jeux aussi avec les couleurs. Bon, par exemple, voilà, c'était un citron, une banane, un cahier. Il y a eu des espèces de résonances, de choses qui sont venues. Puis, bon, voilà, enfin, voilà, je voulais juste témoigner, parce que de l'autre, ça a été des choses, les cours de Cunningham, où là aussi, avec Trisha Brown la semaine dernière, je me suis dit aussi que les tasks, c'était quelque chose d'assez puissant aussi, finalement. On oubliait l'ordinateur, parce qu'on te donne la task, tu danses, tu vas improviser dans ton coin, tu oublies totalement l'écran, et hop, tu reviens pour partager là. Et voilà, c'est les seules 2 expériences où j'ai pas senti la frontalité. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Merci Elisabeth. Ouais. Ah bah Aline, du coup. Oui, Aline qui voulait aussi. Non, Aline, vous vouliez dire quelque chose? Hi everyone, thanks for the talk. That was super fascinating. The connection between architecture and dance. I didn't know about your work either, so it was a nice discovery. And yeah, it's the same thing for me, like giving some workshops, like choreographic workshops, to fine art students who are definitely used to the notion of space and how to, discuss the corporeality in a specific place, but not necessarily to dance. Putting them a camera on, like on a Zoom, for example, has put, like, I guess, like a lot of pressure on them, and the performance that they would potentially need to provide to a teacher. And so therefore, the way I've been using scores quite a lot all the way through the different lockdowns, for me, challenged the way I've transmitted the material a lot. And so that went through me, for example, creating a SoundCloud channel in order to give them the workshops just through the voice. And so they would give me the results, whether filmed or performed or recorded, whatever, but just giving them the options to not embody or try to reach a sort of performativity, but instead just paying attention to what you said earlier about the everyday. So, like, depending on where you practice or where you have that workshop, whether it is outside or inside and very locked in, obviously would have an influence on the visual and how you want to present it later on. So that was just that as an observation. Super interesting. I think that it reminds me that one of the things that was so surprising in these workshops that we gave this year, even for my own practice, was we returned to some of Yoko Ono's scores and to her book Grapefruit. Whoa, it's really powerful. I was like a rediscovery for me, because those scores
you can do them anywhere, and you really can do them in your house, in the street, whatever. And it was really, and also it made me more aware of time. I felt very connected to her. I felt like I could still be in a kind of performance modality, even without a spectator and not on the screen. So they became very helpful, those scores, yeah. Mais also, je vais le dire en français, sera plus. Mais cette manière de penser aussi l'intimité par les partitions, elle est vraiment intéressante du point de vue de l'interprète et de la manière aussi. Je pensais à des choses plus anciennes, mais à la manière dont on a des danseurs aujourd'hui et quand même depuis quelques années qui réinterprètent des danses baroques et qui réinterprètent avec les partitions et qu'on peut aussi travailler. Voilà, je cite souvent mais ces propos de Béatrice Massin qui dit que finalement il y a un plaisir à reprendre les traditions, des partitions baroques. On peut être dans le studio tout seul. Et il y a une intimité avec la danse et on est tout seul avec la partition. Et on peut redanser à partir d'une partition. Et ça c'est, je trouve que cette articulation entre l'architecture, l'espace intime et la partition, à vrai dire, en fait, c'est des choses, je le dis vraiment sans, peut-être avec pas mal de naïveté, mais que c'est des choses que je n'avais pas vues et que le contexte actuel et la manière de aussi penser votre propre travail montre que finalement, cette intimité avec la partition, elle est extrêmement forte aussi, du point de vue de l'interprète. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je suis totalement d'accord. Moi, j'y faisais tous les trois partitions comme performance avant des spectateurs. Mais je peux... Il y a des moments quand je... It sounds funny, mais c'est vrai, il y a des moments quand je fais la partition seul, ouais. Surtout la pratique d'écriture pour timelining, parce que je trouve que c'est la plus intime soi-même. Et finalement, c'est une structure pour regarder la vie, ta vie, pendant sa passage. Et les petits moments, les réflexions, et c'est une partition comme journal, comme cahier personnel. Peut-être c'est que toi qui vas le lire finalement, mais tu projettes toujours la possibilité que quelqu'un d'autre va le lire. Et c'est pour ça que il faut capter des moments qui se passent dans ta vie. C'est que ça. Donc, je suis totalement d'accord. Il y a une intimité qui existe entre l'interprète et la partition. Tout à fait. C'est des questions dont on traitera dans les journées d'études que Lou aussi qu'organise au mois de juin sur ces questions de lecture, lecture de partition, voilà, dans des situations de lecture dans les pratiques chorégraphiques contemporaines. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques ou d'autres choses, Lou. Oui, moi je trouve que c'est bien peut-être de rester sur cette question justement de la manière dont le quotidien peut être saisi. Et peut-être nous dire vos projets là dans les mois qui viennent, parce que vous avez terminé un film à la Cité Radieuse. Nous dire un peu ce qu'on pourra peut-être voir bientôt. Oui, nous n'avons pas encore terminé le film, mais nous avons fini dans cette résidence ici un film que nous avons tourné à la Bourse de commerce à Paris pendant le deuxième confinement. Et quand il était prêt, mais vide,
Il n'y avait pas d'œuvre, c'était vraiment vide, il n'y avait pas personne. Et nous avons fait un tournage de 2 jours. Et ce film, c'est aussi autour, il y a dans l'espace, il y a un fresque panoramique qui représente l'histoire du commerce. Et c'est un fresque qui a beaucoup des images coloniales, capitalistes, qui sont là dans cette nouvelle architecture que Ando a fait. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler sur cet monument, un peu, cette relique qui est là. Et c'était aussi une architecture qui est devenue moderne à cause de Ando, qui a fait un geste très moderne. Et ce film est fait et ça va être présenté normalement en octobre à Paris. Et nous sommes en train de faire un nouvel film à la Cité religieuse en juillet, cet été. On va tourner. C'est aussi la question de contexte parce qu'avec ce contexte, nous avons trouvé qu'on peut faire des choses avec des vidéos et films qu'on ne peut pas faire sur scène. Et nous avions déjà un entrée avec Schindler Glass pour ça. Donc, ouais, c'est un peu ça. Le contexte, c'est aussi le désir, notre désir de faire plus de films. On a hâte de voir. Moi aussi. Moi aussi. Bon, un grand merci. C'était vraiment extrêmement voilà, intéressant de vous écouter parler de votre travail. Et, merci Lou d'avoir piloté voilà, l'organisation de cette séance et merci à tous. Et puis on tiendra au courant de la prochaine date pour le mois de mai, voilà, de la suite. Merci beaucoup, Brennan and Ryan et Lou, et puis voilà, tout le monde qui est là. Et puis à bientôt.